Tout de suite, classe télévisée. Utilisons la gamme Soumamous pour l'hygiène et la désinfection de nos maisons. Bonjour chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez. Merci beaucoup pour votre fidélité accordée à ces magazines, la classe télévisée. Avant de commencer la leçon d'aujourd'hui, permettez-moi d'abord de vous rappeler quelques gestes barrières pour éviter la contamination de cette pandémie, la COVID-19. Premièrement, il faut se laver régulièrement les mains avec du savon ou utiliser le gel hydroalcoolique pour désinfecter vos mains. Et puis, si vous voulez tousser, il faut tousser au plus de votre coude. Il faut respecter la distanciation sociale ou physique avec votre interlocuteur. Il faut observer d'au moins 1 mètre de distance. Chers élèves, respectez scrupuleusement ces mesures pour éviter la contamination de cette maladie. Vous avez l'habitude, lorsque vous me voyez, c'est pour le cours de CM, mais aujourd'hui je viens pour le cours d'histoire. Permettez-moi d'écrire rapidement les titres. Je mets histoire. L'histoire comme cours étudie les événements. On définit l'histoire comme science. J'écris ça ici, science, qui étudie les événements du passé, les événements du passé de l'homme, dans le temps et dans l'espace. Dans le temps et dans l'espace. Je souligne ces 3 concepts. Je fais un petit rappel pour que nous puissions connaître, lorsqu'on parle de l'histoire comme science, elle étudie les événements. Lorsqu'on parle d'un événement, c'est un fait qui se produit. Et les faits-là, nous l'étudions dans le temps et dans l'espace. Un événement peut être un événement politique, un événement économique, un événement social ou encore militaire. Par exemple, la guerre, c'est un événement militaire. On étudie cet événement dans le temps. Le temps, c'est le moment pendant lequel l'événement s'est passé. Et l'espace, on voit quoi? Le lieu. On doit se poser la question, où est-ce que cet événement s'est déroulé? Là, nous trouvons quoi? L'espace. L'histoire comme science a un objet. Son objet, c'est de reconstituer le passé. Objet, reconstituer le passé. On cherche à reconstituer le passé ou bien revivre les civilisations anciennes. Dans le but de faire quoi? De corriger les erreurs qui ont été commises dans le passé. Lorsqu'on reconstitue le passé, c'est pour corriger les erreurs. Maintenant, l'historien qui cherche à reconstituer les événements, il doit faire recours aux sciences ou bien aux sources historiques. Il doit puiser les informations quelque part. On parle de sources historiques. Les sources historiques, par définition, ce sont des traces et des témoignages qui nous permettent de faire quoi? De connaître le passé. On peut parler d'une histoire qui s'est passée il y a très longtemps, mais nous sommes à mesure de connaître l'histoire parce que nous avons interrogé les sources historiques. Dans les sources historiques, toujours dans les rappels, nous avons 3 principales. Il y a les sources qu'on appelle les sources archéologiques,
les sources archéologiques, il y a les sources qu'on appelle les sources écrites, il y a les sources orales. Et aujourd'hui, avec les développements de la technologie, on parle de sources audio-visuelles. Je vais rapidement. Lorsqu'on parle d'archéologie, ce sont les traces matérielles qu'on peut toucher. Exemple, les ossements. Les ossements font partie des sources archéologiques. Les monuments, nous les situons dans les sources archéologiques. Lorsqu'on parle de sources écrites, ce sont les documents qui portent les écrits. Exemple, le journal, les livres, les dictionnaires, la Bible. Ce sont les documents qui sont écrits. Pourquoi? Parce qu'on trouve les écrits dans ces documents. Et les sources orales, ce sont des témoignages qui sont transmis de bouche à l'oreille. Exemple, le conte. La personne parle, vous écoutez. Et comme je viens de le dire, aujourd'hui avec les développements de la technologie, on parle de sources audiovisuelles. Les mots d'ailleurs, les fait voir, lorsqu'on parle audio, il y a l'audition, visuelle, la vue, c'est-à-dire les sources qui nous permettent d'auditionner et de voir au même moment. Exemple, la télévision. Voilà, chers élèves, ce que nous pouvons retenir par rapport aux sources historiques. C'est juste un petit rappel. Maintenant, pour tout historien qui cherche les informations, il peut arriver quelque part, il est bloqué. Il ne doit pas s'arrêter, il doit continuer. Et il doit faire recours aux sciences. Et comment pouvons-nous appeler ces sciences-là en histoire? Là, vous êtes à la maison, certainement. Vous avez répondu, on les appelle les sciences auxiliaires. Vous avez déjà compris que nous allons parler aujourd'hui des sciences auxiliaires de l'histoire. J'écris rapidement les titres. La leçon d'aujourd'hui porte sur les sciences auxiliaires de l'histoire. Les sciences auxiliaires de l'histoire. Dans les sciences auxiliaires de l'histoire, nous allons développer deux petits points. Un, la définition. La définition. Nous allons définir les sciences auxiliaires en général. Et dans le point 2, nous allons décrire quelques sciences auxiliaires de l'histoire. Quelques sciences auxiliaires de l'histoire. Chers élèves, suivez avec une attention soutenue pour qu'à la fin de la leçon, vous ayez l'idée sur les sciences auxiliaires. À l'examen d'État, ce sont des questions qui viennent beaucoup. Lorsqu'on parle de sciences auxiliaires, que vous ayez en tête, c'est quoi? Et dans le deuxième point, que vous soyez capable de définir et d'écrire les différentes sciences auxiliaires de l'histoire. Il est difficile pour nous de décrire toutes les sciences, elles sont nombreuses. Nous allons prendre quelques-unes. Je vais directement dans notre premier point. Par rapport à tout ce que nous venons de dire, comment alors pouvons-nous définir les sciences auxiliaires? 1. Définition. Définition. Les sciences auxiliaires sont des disciplines qui apportent d'autres connaissances à l'histoire. Le mot auxiliaire déjà nous donne l'idée lorsqu'on dit auxiliaire, c'est-à-dire qui aide, qui vient secourir. Sciences auxiliaires, j'ai dit par définition, ce sont des sciences qui apportent d'autres connaissances à l'histoire. On peut aussi ajouter, elles contribuent à la recherche
historique. Ce sont les sciences qui contribuent à la recherche historique. On dit ce sont des sciences qui apportent d'autres connaissances à l'histoire. Elles contribuent à la recherche historique. Voilà ce que nous pouvons retenir par rapport à la définition des sciences auxiliaires. L'historien dans la recherche historique, la recherche de la documentation peut être bloqué quelque part. Il doit faire recours aux sciences que nous appelons les sciences auxiliaires, les sciences qui viennent aider l'historien pour continuer la recherche historique ou la documentation. 2. Quelques sciences. Ici, je vous demande d'être vraiment attentif. Je mets quelques sciences auxiliaires de l'histoire. Quelques sciences auxiliaires de l'histoire. Chers élèves, suivez attentivement. Les finalistes surtout. Les sciences auxiliaires viennent beaucoup à l'examen d'État. Je mets A. L'archéologie. Je souhaite que nous puissions travailler ensemble. Lorsque je donne une science, vous à la maison, vous cherchez à la définir et ensemble nous allons voir son apport dans notre cours d'histoire ou son apport dans la recherche historique. L'archéologie, qu'est-ce que vous comprenez par l'archéologie? L'archéologie, c'est une science qui étudie les vestiges. Je souligne le mot vestiges. Qu'est-ce que vous comprenez par les vestiges? Les vestiges sont des restes. Les restes peuvent être organiques ou encore non organiques. L'archéologie, rappelez-vous, lorsque nous avons rappelé ici les sources historiques, nous avons dit qu'il y a les sources archéologiques. Ce sont des traces matérielles laissées par l'homme volontairement ou involontairement. Lorsque nous parlons de l'archéologie comme science, elle étudie quoi? Les vestiges, c'est-à-dire les restes. Les restes peuvent être organiques ou encore non organiques. Deuxième science, l'anthropologie. Anthropologie, anthropos, et puis logos. L'anthropologie vient de grec, anthropos qui veut dire homme, logos qui veut dire science. Directement, vous comprenez que l'anthropologie étudie quoi? C'est une science qui étudie l'histoire physique de l'homme. L'histoire physique de l'homme ou l'histoire naturelle de l'homme. On voit ici l'homme. L'anthropologie étudie l'homme. Je vais vous montrer quelques images ici. Lorsque nous parlons d'anthropologie, on parle même de l'apparition de l'homme. Et nous avons l'idée, lorsque nous parlons de l'apparition de l'homme, il y a deux théories qui s'affrontent. Il y a la théorie biblique et la théorie scientifique. Rappelez-vous avec les cours d'histoire en 3e année. La théorie biblique nous dit que l'homme a été créé par Dieu. Tandis que la théorie scientifique nous dit que l'homme provient des primates. C'est-à-dire l'homme et les singes ont un ancêtre commun. Regardez ce que j'ai ici comme image. On voit ici les différents types d'hommes. Nous avons le premier type d'homme qu'on appelle l'australopithèque. Le deuxième type d'homme, les pithécanthropes. Regardez. On voit ici l'histoire physique de l'homme. Voyez, les scientifiques nous disent que non, l'homme et les singes ont tous deux un ancêtre commun. Le premier type d'homme, c'est l'australopithèque. Nous,
étudions ce type d'homme dans l'anthropologie. Deuxième type d'homme, les pithécanthropes. On voit ici les singes qui subissent quoi? Une certaine évolution. Et si nous évoluons, qu'est-ce que nous avons constaté? Il y a l'homme des Néandertals, les Néandertaliens. Dans le premier type d'homme, retenez l'Australopithèque, le deuxième type d'homme, les pithécanthropes, le troisième type d'homme, les Néandertaliens, et le quatrième, l'Homo sapiens, l'homme sage. Nous qui parlons maintenant, l'homme sage, le quatrième type d'homme. Nous voyons l'histoire physique ou l'histoire naturelle dans l'anthropologie. J'ai dit, l'anthropologie vient du grec anthropos, qui veut dire homme, logos, qui veut dire science. Je passe rapidement à notre troisième science, auxiliaire de l'histoire. Je mets ici le point C, la chronologie. Chrono. Lorsqu'on voit les chronos, c'est une science, la chronologie est une science qui détermine l'exactitude des dates. J'ai dit science qui détermine l'exactitude des dates. La chronologie nous permet de situer avec exactitude les dates. Comment elles se sont succédées. Lorsqu'on parle de la chronologie, on a un mot aussi chrono. L'arbitre dans le terrain a un chrono. Il est là toujours avec son chrono pour voir quoi? Les temps. Et la chronologie comme science nous permet de déterminer quoi? Les temps, les dates. Je prends le point D. La cryptographie. Je pense, chers élèves, là où vous êtes, vous notez les résumés. La cryptographie, c'est aussi une science auxiliaire de l'histoire. La cryptographie étudie les signes conventionnels. Les signes conventionnels. Les signes conventionnels. Elle étudie aussi les messages codés. Les messages codés et les écritures secrètes. Et les écritures secrètes. Lorsque vous tombez soit sur un item qui parle de signes conventionnels, les messages codés ou les écritures secrètes, directement vous dites que c'est la cryptographie. Je continue avec les graphies, A, B, C, D, E. L'épigraphie. Épigraphie. L'épigraphie, c'est aussi une science auxiliaire de l'histoire. Elle étudie quoi? Elle étudie les épigraphes. Les épigraphes. Qu'est-ce que vous comprenez par les épigraphes? Les épigraphes, ce sont des inscriptions sur une matière durable. Je donne un exemple. Vous voyez par exemple les écrits sur un mur. Ces écrits-là, c'est ce que nous appelons les épigraphes. L'historien, avec l'épigraphie, il va chercher à comprendre le message. Et la science qui nous permet d'étudier les épigraphes est appelée l'épigraphie. A, B, C, D, E, F. La paléographie. 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 Paléos, ancien. Graphène, écriture. Directement, nous comprenons que c'est une science qui étudie quoi? Les écritures anciennes. On dit, elle étudie les écritures anciennes. Pouvez-vous, à la maison, là où vous êtes,
citer quelques écritures anciennes. Par exemple, en Égypte, quelle a été l'écriture de l'Égypte antique? Oui, rappelez-vous des notions vues en 3e année. Les Égyptiens utilisaient quelle écriture? Les hiéroglyphes. J'écris ça ici. Les hiéroglyphes. C'est l'écriture de l'Égypte antique. La science qui étudie les écritures anciennes est appelée comment? La paléographie. Je prends encore une autre science. A, B, C, D et F, G. J'évolue avec vous. G. La dendrochronologie. La dendrochronologie. La chronologie, nous avons dit, étudie quoi? Les dates. Lorsque vous voyez la dendrochronologie, comme science, elle étudie l'âge des arbres. Vous allez me poser la question, pourquoi l'historien doit s'intéresser à cette science, à l'âge des arbres? C'est pour déterminer, par exemple, la durée d'une forêt quelconque. On dit ici, la dendrochronologie étudie quoi? L'âge des arbres. À partir de couches concentriques, lorsqu'il y a abattage, le tronc d'arbre, il y a des fils, des filaments, à partir de cette couche ici, on peut déterminer l'âge d'un arbre. Et la science qui nous permet de déterminer l'âge d'un arbre est appelée la dendrochronologie. Chers élèves finalistes, retenez, c'est très important pour vous. Ce sont des questions qui viennent parfois à l'examen d'État. Je ne dirais même pas parfois, qui viennent à l'examen d'État. On m'a parlé de la paléographie, la dendrochronologie, j'ai H, l'héraldique. Héraldique. L'héraldique, c'est aussi une science auxiliaire de l'histoire. Quelle est alors son étude? L'héraldique étudie quoi? Les armoiries. Elle étudie les armoiries. La fois passée, dans le cadre de notre cours des sermons, nous avons parlé des armoiries de la RDC. Je pense que vous vous rappelez. Maintenant, la science qui étudie les armoiries est appelée comment? L'héraldique. Et chaque pays a ses armoiries. La RDC, nous avons dit la fois passée, a aussi ses armoiries. Voyez les signes, les dessins qui composent les armoiries de la RDC. La science qui étudie les armoiries est appelée comment? L'héraldique. Il ne faut pas oublier. Nous avons dit, les armoiries de la RDC se composent d'une tête de léopard qui est encadrée à gauche et à droite d'une pointe d'ivoire et d'une lance. Le tout repose sur quoi? Sur une pierre. Et nous avons la mention justice, paix et travail. J'ai dit, chaque pays a ses armoiries. La science qui nous permet d'étudier les armoiries est appelée l'héraldique. C'est pour comprendre la philosophie d'un pays. La tête de léopard, pour nous qui sommes congolais, nous savons que c'est la tête de léopard ainsi symbolise quoi? La force de l'État. L'État congolais est fort. L'ivoire, nous avons dit, elle symbolise les richesses de la faune et de la flore. La lance, la défense. Le Congo est prêt pour se défendre lorsqu'il y a une attaque extérieure. Et la pierre ici, la solidité. La solidité qui est le socle de l'unité nationale. Chers élèves, vous qui n'avez pas suivi cette leçon, c'est juste un petit rappel. Et n'oubliez pas, la science qui étudie les armoiries est appelée l'héraldique. Je prends une autre science, rapidement. I. L'onomastique. L'onomastique, c'est aussi une science. Onomastique. Elle est
parmi les sciences auxiliaires, parmi les sciences qui viennent aider l'histoire, l'onomastique étudie quoi? L'onomastique étudie les noms propres. Science qui étudie les noms propres. Dans l'onomastique, nous avons les noms propres des lieux, il y a aussi les noms propres des personnes et les noms propres des cours d'eau. Dans l'onomastique, nous avons la toponymie. La toponymie, il y a l'anthroponymie. Et puis, l'hydronymie. Nous avons la toponymie, il y a l'anthroponymie et puis l'hydronymie. Rapidement, la toponymie étudie quoi, chers élèves? La toponymie étudie les noms propres des lieux. L'historien cherche même à connaître les noms propres d'un lieu. Pourquoi tel lieu a un tel nom? Et à partir de la toponyme, on peut même reconstituer une histoire. L'anthroponymie étudie les noms propres des personnes. Et puis, l'hydronymie étudie les noms propres des cours d'eau. J'ai dit ici, les noms propres, noms des lieux. Ici, nous avons le nom des personnes. Et puis, hydronymie, les noms des cours d'eau. Les noms propres des lieux. Je donne un exemple, vous allez réfléchir. Lorsque je parle, par exemple, de marché Gambela, c'est un lieu, un marché, un grand marché de Kinshasa. L'historien doit chercher d'où provient le nom de Gambela. Et c'est un nom qui a une histoire. Je pense, les papas qui nous suivent, les militaires qui étaient dans la force publique, doivent se rappeler de ce nom-là, Gambela. Je vous demande aussi d'aller chercher la signification de Gambela. Et là, nous voyons ça dans la toponymie qui étudie quoi? Les noms propres des lieux. L'anthroponymie étudie les noms propres de personnes. À partir de nom d'une personne, on peut même reconstituer son origine, sa généalogie. Le nom, chers élèves, est très important. Les noms déterminent même la personne. C'est pourquoi, dans le cours d'éducation civique et morale, en 7e année, il y a un chapitre qui parle de droit à l'identité. Là, on insiste pour que tout élève puisse savoir la signification complète de son nom. Si jusqu'à aujourd'hui, vous n'en avez pas encore, demandez aux parents qui sont à la maison, pourquoi vous avez ces noms-là, comme moi je m'appelle Dadi Makalu Ndila. Ndila, c'est le chemin. J'ai la signification de mon nom. Vous aussi, vous devez connaître la signification de votre nom, qui est étudié où? Dans la toponymie, dans une science qu'on appelle l'onomastique, qui étudie quoi? Les noms propres. L'anthroponymie étudie le nom propre des personnes. Chers élèves, c'est la première question de notre devoir. Demandez poliment aux parents qui sont à la maison pourquoi vous avez ces noms-là, qui vous donnent la signification complète de votre nom. Nous allons bientôt terminer. Il y aura un devoir. Les tableaux ne veulent pas bien s'effacer. On continue. On prend une nouvelle science, la linguistique. La linguistique. La linguistique étudie quoi, chers élèves? Lorsque vous avez déjà ça, vous avez l'idée, n'est-ce pas? Oui. La linguistique.
La linguistique étudie la structure des langues. On voit ici science qui étudie quoi? La structure des langues. À partir de la linguistique, on peut déjà décrire la différence entre différentes langues. Je donne un exemple. Connaissez-vous l'origine de la langue swahili? La langue swahili est classée parmi les langues étrangères de la colonisation. C'est une langue qui est née de brassage culturel. C'est-à-dire, il y a la culture arabe qui s'est mélangée avec la culture africaine pour donner la naissance à la langue swahili. On prend une nouvelle science, une autre science, la spéléologie. Le tableau nous trahit un peu. La spéléologie. Rapidement, à la maison là où vous êtes. La spéléologie étudie quoi? J'écris ça ici. La spéléologie. La spéléologie étudie les grottes. C'est pour déterminer comment nos ancêtres ont vécu. Nous savons que l'histoire nous dit les premiers hommes ont habité dans des grottes et dans des cavernes. Ici, nous allons comprendre comment était leur vie dans des grottes et dans les cavernes. Voilà, chers élèves, je ne vais pas beaucoup plus avancer. Je vais donner un devoir. Comme on dit en pédagogie, c'est que l'élève découvre seul reste pour toujours. Je vais donner un devoir. Notez rapidement les devoirs. Définissez les différentes sciences auxiliaires suivantes. J'écris ça ici parce que le tableau nous trahit un peu. A. La géologie. Vous définissez la géologie. 2. La sociologie. C'est très facile. La sociologie. 3. La géographie humaine. 4. La stratigraphie. Très bien. Vous définissez la géologie, la sociologie, la géographie humaine, la stratigraphie et vous ajoutez aussi la psychologie. C'est aussi une science auxiliaire de l'histoire. Chers élèves, je reprends. En pédagogie, on dit, ce que l'élève découvre seul reste pour toujours. Faites les recherches, définissez la géologie, la sociologie, la géographie humaine, la stratigraphie, et vous pouvez aussi ajouter la psychologie, la numismatique aussi, numismatique. Je veux que toutes ces sciences ici restent gravées dans vos têtes, la numismatique. Pour terminer, chers élèves, comme j'ai dit au début, il faut respecter scrupuleusement les gestes barrières. Il faut se laver rapidement, régulièrement les mains avec du savon. Il faut porter les masques dans le lieu public. Moi, j'ai aussi le mien, je l'ai déposé là. Il faut respecter la distanciation physique. Il faut tousser dans votre coude ici ou éternuer. Vous utilisez les papiers mouchoirs et vous les jetez aussitôt dans une poubelle. Pour terminer, chers élèves, portez et comportez-vous bien. À nous revoir à la prochaine. Merci beaucoup. Utilisons la gamme Soumamous pour l'hygiène et la désinfection de nos maisons.